CNA TV vous présente Parlons Santé avec votre pharmacien Daniel Lachance. Je vous souhaite la bienvenue à notre chronique santé présentée par votre Uniprix Daniel Lachance, justement, avec notre pharmacien Daniel Lachance. Bonjour Daniel. Bonjour. Daniel, il y a 2 semaines, on parlait de troubles digestifs qui pouvaient s'apparenter, ou en tout cas pour les symptômes, le mal, à l'angine, parce qu'on dit crise d'angine. Est-ce que c'est vraiment une crise d'angine ou si on fait de l'angine? Les deux sont vrais. En fait, souvent, c'est qu'il y a des gens, parce qu'il y a différents types d'angines, mais si on voit les deux grandes familles, l'angine stable, l'angine instable, il y a des gens qui vont faire de l'angine à l'effort, donc ce qu'on appelle l'angine stable, puis qui sont à un niveau qu'on ne peut plus opérer ou pour une raison X. Là, des fois, les gens très âgés, donc ils ont des parois des artères qui sont épaissies par des dépôts de cholestérol. Donc, la lumière à l'intérieur de certaines artères est rétrécie s'ils font un effort, mais c'est stable. T'sais, ils vont le faire juste à l'effort, ils vont avoir une douleur s'ils vont au-delà de ce qu'ils sont capables. On va prendre un peu de nitro, ça va. Fait que ça, souvent, on va dire, ces gens-là, ils vont le savoir, ils vont dire, je fais de l'angine. Souvent, des gens assez âgés qui ne peuvent plus aller déboucher. C'est une expression qu'on entendait. C'est ça. Mais une crise d'angine, souvent, les gens qui ont fait l'association de crise d'angine, qui peut même aller jusqu'à l'infarctus, mais c'est souvent la première crise d'angine instable, c'est que c'est de l'angine qui arrive au repos. Les gens ils ont une douleur, ça serre. Et puis là, souvent, ce qu'on appelle soit un syndrome coronarien aigu ou un infarctus. Puis là, évidemment, souvent, c'est une lumière rouge. Ces gens-là se ramassent à Laval. Là, oui, c'est une lumière rouge. C'est ça. Oui, tout à fait. En fait... Comment on définit l'angine? En fait, l'angine en tant que telle, c'est que c'est un manque d'oxygène dans un muscle. Ici, on parle d'angine cardiaque. Là. Donc, c'est qu'il y a un rétrécissement au niveau des artères à cause de dépôt de cholestérol. Et puis, à un moment donné, si on demande plus d'oxygène, parce que, mettons, on fait un exercice, le cœur bat plus vite, plus fort, puis il a besoin lui aussi d'oxygène. Mais s'il n'y a plus assez d'apport sanguin pour y amener assez d'oxygène, il y a une douleur, c'est ce qu'on appelle l'angine. Donc, on devient en carence d'oxygène par rapport aux besoins pour ce patient. Là, donc, il va avoir une douleur musculaire associée. Donc, c'est ça, en grosso modo, de l'angine. À la base du problème, vient l'athérosclérose, là, dans le fond, qui est le dépôt de cholestérol, de mauvais cholestérol, dans les parois des artères. Dans le fond, qui se fait tout au long de la vie. Qu'on vieillit, on a tout à certains niveaux d'athérosclérose. Il y a des gens, malheureusement, qui, avec des facteurs génétiques, en font beaucoup plus que d'autres, ont des taux de mauvais cholestérol sanguin, mais aussi ont d'autres facteurs génétiques qui les amènent à avoir des dépôts qui se font de manière assez massive dans leurs artères. Donc, souvent, quand on voit des familles que tout le monde a des problèmes cardiaques à partir de 40 ans, là, c'est parce qu'ils ont un facteur génétique prédisposant. Puis il y a encore des nouveaux facteurs génétiques, des nouvelles prédispositions qu'on est en découverte. La génétique est beaucoup. Mais évidemment, chez ces patients-là, ce qu'on a remarqué, c'est qu'en abaissant le mauvais cholestérol, remontant le bon, d'où la médication chez ces patients-là, on peut améliorer ou, mettons, retarder les complications de ces dépôts de cholestérol-là. Mais évidemment, le risque n'est pas pareil pour tout le monde. Mais bref, à la base de l'angine, il y a l'athérosclérose. Et à un moment donné, quand les dépôts de cholestérol sont trop importants au niveau des artères coronaires, à un moment donné, ça sert parce que là, il n'y a plus assez de sang qui passe et tout ça. Puis ça va se présenter sous forme de douleur angineuse qui la plupart du temps, évidemment, oui, c'est une raison de consultation médicale immédiate. Là, on va aller déterminer quelle est l'ampleur des dégâts. Souvent, par contre, quand il y a un infarctus ou vraiment un blocage complet d'un artère, il y a quelque chose, les gens, des fois, vont penser que c'est vraiment le cholestérol qui va bloquer complètement l'artère, mais ça, souvent, c'est pas tout à fait ce qui se passe. C'est que, en fait, la paroi d'une artère, évidemment, si on a des dépôts de cholestérol, mais la paroi s'épaissit. Et puis, à l'intérieur, c'est comme une couche de peau, en fait, c'est une muqueuse. Donc, elle devient étirée, puis il y a des phénomènes inflammatoires. Et puis, parfois, il va arriver ce qu'on appelle une rupture de plaque. Dans le fond, c'est que là, l'intérieur de l'artère va se rupturer parce qu'elle est trop étirée. Et puis là, il va y avoir la formation d'un caillot, parce que comme une blessure, il se forme un caillot sanguin.
d'ailleurs pourquoi on donne l'aspirine chez les gens qui ont des risques cardiovasculaires. Dans le fond, c'est pour diminuer la grosseur du caillot qui pourrait arriver si, mettons, il y a une rupture de plaque. Et dans le fond, c'est le caillot qui vient bloquer l'artère. C'est vrai que c'est pas le cholestérol. Quand on fait un infarctus, c'est vraiment une rupture de plaque, il y a un caillot sanguin qui se forme et puis là, ça bouche. Mais ça, là, à ce moment-là, tout dépendant si ça arrive sur une grosse artère ou une petite artère pour une petite partie du cœur, ça peut être aller jusqu'à être fatal, évidemment, si on atteint une grosse artère du cœur. Mais là, chaque seconde compte à partir de ce moment-là, parce qu'évidemment, il faut se rendre à l'hôpital au plus sacrant, là, parce qu'évidemment, il faut qu'il aille réussir à débloquer cette artère-là. Donc, avec ce qu'on appelle soit une angioplastie ou des médicaments, tout dépendant, ça prend combien de temps avant qu'on se rende à l'urgence puis qu'ils peuvent faire l'intervention. Mais à ce moment-là, parce qu'évidemment, les angioplasties sont seulement à l'hôpital Laval, donc pour les gens, des fois, qui sont en région, c'est trop long. Ça peut arriver qu'ils aillent dans un hôpital plus proche, puis ils vont donner des médicaments pour essayer de dissoudre le caillot à ce moment-là. Mais bref, ce qui est important, c'est d'essayer de réouvrir l'artère, parce que sinon, la partie du muscle du cœur qui est atteinte peut mourir, tout simplement, puis on peut développer une insuffisance cardiaque. Donc, effectivement, que l'angine peut être, dans certains cas, chez une personne de 90 ans qui en fait à l'effort, somme toute relativement normale dans sa vie, on fait contrôle les symptômes. Mais pour quelqu'un qui a 45-50 ans, qui fait de l'angine, évidemment, c'est pas la même vision de la chose. Hein, parce qu'évidemment, on a une période de vie devant nous où il va falloir contrôler cette maladie-là. Fait que, on a parlé des troubles digestifs il y a 2 semaines. Comment on détecte le mal que ça peut faire? Parce que, bon, c'est similaire à... un bon ulcère d'estomac ou un spasme d'œsophage peut être comparable à de l'angine. Donc, évidemment, pour nous, en pharmacie, quelqu'un qui a mal et de manière sévère à ce niveau-là, de toute façon, on va référer. Il n'y a aucun moyen d'être sûr hors de tout doute, à moins, dans le fond, quand ils vont arriver à l'hôpital, ces gens-là, de toute façon, même si on suspecte peut-être une cause digestive ou cardiaque, dans le fond, on va avoir des prises de sang pour aller voir les facteurs sanguins qui pourraient être des facteurs sanguins qui sont reliés à un infarctus ou à de l'angine, parce qu'il y a des facteurs sanguins qui vont nous indiquer ça. Ils vont mettre un électrocardiogramme aussi pour vérifier l'électricité du cœur, qui peuvent nous indiquer aussi qu'il y a une atteinte cardiaque. Et évidemment, si après ça, on élimine toute cause cardiaque parce que l'électro, c'est beau, les prises de sang sont belles, bien là, évidemment, on va aller investiguer plus au niveau digestif. Mais à la base, en se présentant à l'hôpital, ça se peut que le médecin, par les symptômes, ne puisse pas déterminer si c'est cardiaque ou digestif, parce que les symptômes peuvent des fois être assez sévères, les deux. Donc, c'est vraiment suite aux prises de sang, l'électrocardiogramme, puis en faisant le tour de ces examens-là, qu'il va pouvoir aller éliminer le diagnostic cardiaque ou le confirmer. Et puis là, à ce moment-là, prendre les mesures nécessaires en fonction du diagnostic. Là. Mais le diagnostic cardiaque peut être fatal, tandis que le digestif ne l'est pas. Oui, bien en fait, si un patient est anginu, de toute façon, quelqu'un, aussitôt qu'ils vont mettre l'électrocardiogramme dessus, quelqu'un que c'est cardiaque puis c'est sévère, dans le fond, on va le voir assez rapidement. Il le voit instantanément. Fait que là, à ce moment-là, le branle-bas de combat commence pour souvent, si c'est quelque chose qui demande une angioplastie d'urgence à l'hôpital Laval. L'angioplastie, c'est qu'ils prennent une caméra qui vont passer par les artères pour se rendre au cœur, puis avec un ballon pour aller rétirer puis ou débloquer l'artère. Fait que ça, ils font ça, c'est à l'hôpital Laval que ça se passe. Là. Les hémodynamiciens sont là. À ce moment-là, ils vont organiser l'ambulance le plus rapidement possible. Si on n'est pas capable de respecter les délais requis pour avoir une angioplastie puis s'assurer du moins maximiser les chances de réussite de l'angioplastie, mais ils vont donner des médicaments pour dissoudre le caillot à l'hôpital. Fait que, la question de temps est très importante, d'où l'importance de se présenter aux urgences rapidement ou d'appeler l'ambulance rapidement si on suspecte un problème cardiaque, parce que si c'est cardiaque, les minutes comptent. Là. Est-ce que ça se soigne? Est-ce que ça se traite? Est-ce que... oui, ça se soigne aujourd'hui. Puis même, des fois, les gens qui vont faire un syndrome coronarien aigu, qui vont se ramasser à Laval, écoute, ils débouchent ça se fait dans la journée. Ouais, des fois, ils vont être hospitalisés. Ils vont être hospitalisés 2-3 jours, merci, ils ressortent. Ouais. Ça se soigne tellement... parce qu'ils mettent des tuteurs coronariens pour garder l'artère ouverte. Puis oui, ils ont des médicaments après tout ça pour éviter un deuxième événement puis prévenir les complications. Ceci dit, les gens se sentent bien après. Puis ils ont été 2-3 jours à l'hôpital. Puis des fois, les gens vont quasiment dire « Bon, c'est pas si pire que ça. » Mais pourtant,
Autrefois, il ouvrait à cœur ouvert à tous les fois. Aujourd'hui, c'est parce que la technologie, puis les angioplasties, puis les coronarographies ont amené une facilité de traiter ces problèmes-là, mais du moins pour une certaine période de temps, parce que quelqu'un qui a déjà eu un infarctus, on dirait que les plaques de cholestérol, il y en a encore dans ses artères. Fait que, il faut qu'il soit prudent pour ne pas en avoir un deuxième événement, parce que l'athérosclérose, non, on ne se traite pas. Les plaques qui sont là, ils sont là. On s'entend. Par contre, l'angine en tant que telle se traite parce que, justement, ils vont aller dilater les artères, vont tout ça, puis après, les gens peuvent se sentir surprenamment bien. Donc, c'est ça. Ce qui est important, c'est de changer. Si on avait des mauvaises habitudes de vie, même si c'était 2-3 jours à l'hôpital, si on fumait, on mangeait mal, on avait du gras abdominal, on était inactif, là, c'est le temps. Là, si on a été chanceux, on n'a aucune conséquence cardiaque, on a débouché, ça va bien, ben là, c'est un méchant wake-up call. C'est action-réaction. Puis des fois, ce qui est plate, c'est que nos patients sont super motivés après, mais quelques mois, reprendre leurs mauvaises habitudes, continuer à fumer, ils ne sont pas plus actifs. Puis c'est ça qui va leur sauver la vie, de changer ces habitudes de vie-là. On ne peut pas travailler sur la génétique, on ne peut pas changer comment notre corps est fait si on a des facteurs de risque. Par exemple, on peut travailler sur tout le reste, donc sur ce qu'on mange, sur ce qu'on fait. Puis bon, la sédentarité, pour moi, est le pire ennemi de nos sociétés aujourd'hui, puis de notre santé. Puis de santé publique aussi, là, en général, parce que les coûts de santé publique reliés à la sédentarité, pour moi, je pense que c'est le pire risque. Là. Oui, l'alimentation est très, 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 très importante, mais quelqu'un qui mange mal, qui est actif, je pense... peut s'en sortir plus facilement. C'est ça. Mais là, ça devient une question de je ne veux pas comparer non plus, je ne veux pas me faire des ennemis. J'adore les diététistes, puis je réfère souvent du monde. Je pense que l'alimentation est très importante, je ne veux pas minimiser ça. Mais je pense que le fait que les gens ne bougent pas de nos jours, c'est ce qui amène le plus de problèmes, puis le plus de coûts au niveau du problème de santé, que ce soit au niveau du diabète, de l'athérosclérose, de l'angine, des problèmes cardiaques. Fait que si les gens bougeaient juste un peu plus, trouver quelque chose qu'ils aiment pour bouger. Qu'est-ce que tu entends par bouger un peu plus? Qu'est-ce que tu recommanderais? Des fois, écoute, c'est aller marcher une demi-heure. C'est pas plus compliqué que ça. Si tout le monde marchait une demi-heure tous les jours, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes. Mais si on haït ça marcher, je peux comprendre. Quelqu'un ne veut pas marcher, mais c'est de trouver ce qu'on aime. Là, mais c'est pas besoin de faire des triathlons. Pas besoin de faire du canoë à glace tous les fins de semaine non plus. Puis moi, je suis un tripeux d'entraînement. Les gens... ça fait partie de ma vie, puis j'aime ça, puis j'aime souffrir un peu, mais je sais très bien que pas tout le monde qui est comme moi, je suis un peu fou, là, mais pas besoin d'être de s'entraîner à ce niveau-là, puis d'avoir mal, puis de voler, c'est pas vrai ça, c'est pas vrai que si on n'a pas mal, qu'on n'a pas de gain, là, c'est pas vrai. Tant mieux si on aime ça, là, mais parce que oui, l'exercice à haute intensité a ses bénéfices, puis il y a des études, tout ça. Puis on est mieux de faire on a plusieurs études qui montrent que faire des courtes séances à haute intensité sont plus bénéfiques que des longues à basse intensité. Ceci dit, donc ça dépend des goûts. Si on haït ça se mettre dans le rouge puis que de souffrir, mais c'est quand même mieux d'aller marcher une demi-heure. C'est juste de trouver quelque chose qu'on aime. Souvent, c'est ça, les gens s'entêtent à aller au gym. Puis ils haïssent ça. Ils lâchent parce qu'ils n'aiment pas ça. Fait que, le but, et là, ils font plus rien. Le but, c'est ça. Il vaut mieux faire quelque chose de moins intense, mais qu'on aime, mais juste de bouger. C'est pas les gens souvent se compliquent la vie avec l'entraînement. C'est juste de trouver quelque chose qu'ils aiment. Parce que pour leur cœur, pour le système cardiovasculaire, les poumons, name it, l'arthrose, les gens qui ont des douleurs d'arthrose, si on a une bonne masse musculaire, c'est ce qui va les sauver à long terme. Pour le tonus musculaire, pour plein de problèmes de santé, si on est moindrement un peu actif, qu'on maintient notre masse musculaire, qu'on maintient notre capacité cardiovasculaire, mais on diminue nos risques de complications dans plein de types de problèmes de santé, qu'on part du système musculo-squelettique au système cardiaque. Là, on a dévié un peu du pur cardiaque, mais quand même, je pense que c'est important qu'on parle de santé cardiovasculaire, d'athérosclérose, d'angine, que, dans le fond, si on travaille sur notre activité physique puis notre alimentation, mais on va pas juste aider ça. Ça va être ça en partie, mais on risque de s'aider pour beaucoup d'autres problèmes de santé aussi. Fait que c'est ça. On a un mal intense ici. On prendrait moins de médicaments aussi. Oui. On a un mal intense ici. Qu'est-ce qu'on est mieux de faire? On appelle l'ambulance ou on appelle le pharmacien? Comme je dis, tout dépendamment. C'est sûr que quelqu'un qui a une douleur rétrosternale, qui a des sueurs, que ça le réveille, ou qui a une faiblesse, commencez pas à appeler la pharmacie, appelez l'ambulance. Mais quelqu'un qui a une douleur là, qui
Puis, outre ça, même si elle est relativement sévère, elle n'a pas de symptômes, elle n'a pas de fatigue, elle n'est pas essoufflée, ça fait juste mal, vous pouvez appeler la pharmacie, on peut essayer des affaires. Puis, si nous autres, on juge que ça me chicote, vous êtes venus d'aller voir le médecin, on vous le dira. Pas de chance. Exactement. Mais douleur rétrosternale, il faut être vraiment prudent. Puis, il faut le prendre au sérieux. Très important de prendre ça au sérieux. Il vient de le dire aussi, Daniel. Donc, l'angine, ou encore si vous avez mal ici. Consultez, ou sinon, si vraiment c'est fort, peut-être d'appeler l'ambulance. Mais prenez pas de chance parce que ça peut être fatal. Vaut mieux payer une ambulance que... Vous faire peur. Non, mais il vaut mieux payer une ambulance que de payer des funérailles. C'est quand même. Oui, c'est comme ça. Appelons ça. C'est comme ça qu'il faut le dire. Oui, mais parce que ça peut... un infarctus, ça peut être fatal. Là. Même si aujourd'hui, on en sauve beaucoup puis la médecine a beaucoup évolué. Demeure qu'un infarctus, c'est un infarctus. Là, ça peut être fatal encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Daniel. C'est très intéressant, ces chroniques-là. On apprend beaucoup de choses. Donc, Daniel Lachance, le pharmacien, que vous pouvez retrouver ici avec une équipe formidable chez Uniprix Daniel Lachance, au 5 boulevard Taché-Ouest à Montmagny. Ça complète.